Voilà. Alors, bienvenue sur ma chaîne Afrique Renouveau. Alors, Afrique Renouveau, c'est une chaîne à destination, comme son nom l'indique, de l'Afrique, plus particulièrement de la jeunesse africaine, et encore plus particulièrement des générations Z et Alpha. Voilà. Les générations Z, ce sont les personnes qui sont nées à partir des années 2000, et les générations Alpha, ce sont celles-là qui sont nées à partir des années 2010. Pourquoi ces générations-là? Parce que tout simplement, c'est la relève du continent, tout simplement aussi parce que c'est la population qui est majoritaire dans la démographie africaine. On nous dit que 50% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est énorme. 50% de la population africaine a moins de 25 ans. La population africaine est la plus jeune, c'est-à-dire la démographie africaine est la plus jeune sur tous les 5 continents au travers de sa population, qui est très, très majoritairement dominée par sa jeunesse. Et donc, le constat que j'ai fait tout simplement, c'est de dire que cette jeunesse-là, cette jeunesse, les générations Z et Alpha, qui sont majoritaires, qui constituent la relève de ce continent qui est l'Afrique, si nous ne les encadrons pas, si nous ne les éduquons pas correctement, si nous ne leur donnons pas de bons repères, ils peuvent être une bombe à retardement. Parce qu'une jeunesse qui est désorientée, une jeunesse qui est en déshérence, une jeunesse qui est abandonnée à son sort et délaissée, ben c'est un potentiel danger. Parce que ce sont ces jeunes-là qui demain on retrouve dans des populations qui sont dans la délinquance, dans la possession, parce qu'ils sont à la merci de toutes sortes de vices en fait. Voilà. Ils sont à la merci de toutes sortes de vices parce que n'ayant pas de repères, parce que n'ayant pas de perspective d'avenir. Voilà. Donc, il faut que la jeunesse africaine soit encadrée. Il faut que la jeunesse africaine soit prise en compte par nos dirigeants parce que cette jeunesse-là peut, si elle est bien gérée, si elle est bien structurée, si elle est bien encadrée, si elle est bien, si on lui met tout ce qu'il faut à disposition pour son épanouissement, mais c'est celle-là qui sera le poumon du développement dans nos États. Et donc, c'est important de pouvoir accorder de l'intérêt à la jeunesse. C'est important de pouvoir donner à la jeunesse, mettre la jeunesse dans des conditions adéquates pour son épanouissement, afin de pouvoir capitaliser sur cette jeunesse-là. Parce que tout développement, toute croissance économique repose, en plus des capitaux financiers, en partie aussi sur le capital humain. Une bonne ressource humaine est gage de croissance, gage de développement. Et cette jeunesse-là constitue de la ressource humaine. Et nous savons déjà que l'Afrique regorge de ressources naturelles importantes et elle a besoin aussi d'avoir cette ressource humaine-là aussi de qualité afin de pouvoir contribuer à son développement. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique a une jeunesse qui est beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus d'outils en sa possession pour pouvoir être une plus-value. Seulement, il manque encore certaines choses à bien calibrer, surtout en matière de gouvernance dans nos pays, dans nos États. C'est un peu ça qui fait un peu le défaut, parce que nous n'avons pas vraiment les leaders qu'il faut pour mettre en place les programmes qu'il faut en faveur du développement de la jeunesse, en faveur de la croissance de la jeunesse, en faveur de l'évolution de la jeunesse. Nous voyons combien de fois dans nos pays, dans nos capitales, la jeunesse est en souffrance, et en proie à toutes sortes de dérives, toutes sortes de déviations, parce qu'il manque des structures, parce qu'il manque de l'encadrement, parce qu'il manque de l'accompagnement, parce qu'il manque
de l'éducation. Voilà. Donc, moi, c'est ma ligne éditoriale, pouvoir apporter ma petite contribution. Je n'ai pas la prétention de pouvoir d'apporter l'éducation à toute une jeunesse. Non, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des dirigeants et tout. Mais je veux, en tant que génération Y, c'est-à-dire en tant que, voilà, quelqu'un qui a déjà passé le cap de la jeunesse, parce que j'ai 40 ans révolus. Donc, je vais apporter ma petite contribution en donnant mes expériences personnelles, en partageant ce que je pense être utile pour le bien-être, le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Voilà, ce qui a été positif pour moi dans mon épanouissement à moi, dans mon évolution à moi, dans mon parcours à moi. Je veux pouvoir partager cela aussi, si ça peut aider, si ça peut contribuer à édifier une personne, c'est tout le mal que je souhaite. Voilà. Donc, et le créneau que moi j'ai choisi, c'est celui de la culture générale, parce que je me dis que, comme on dit pour les croyants chrétiens, dans la Bible, je ne sais plus quel verset, faute de connaissance, le peuple périt. La connaissance, c'est très important. Et bien souvent, c'est ce qui fait défaut et qui empêche souvent la jeunesse ou tout individu de pouvoir optimiser ses potentialités, en fait. Voilà. Quand la connaissance manque, c'est vraiment un handicap. Et la culture générale permet de combler ce manque-là. La culture générale permet de combler ce manque-là. Et la culture générale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, pour être vraiment terre à terre, la culture générale, c'est tout simplement savoir un peu tout sur tout. C'est-à-dire s'intéresser à un peu tout. La culture générale englobe plusieurs domaines, plusieurs disciplines, plusieurs matières, comme les sciences, la culture, la philosophie, la littérature, l'art, l'histoire, l'économie, vraiment tous les domaines que vous pouvez imaginer, c'est le champ de la culture générale. Voilà. On ne demande pas d'être spécialiste, hein, on ne demande pas d'être pointu, on ne demande pas d'être expert, mais juste d'avoir une notion un peu de tout ce qui nous entoure. Et le but à cela, c'est de pouvoir développer son esprit critique, en fait. Voilà. Pouvoir développer son esprit critique. C'est tout l'intérêt de la culture générale. Et développer son esprit critique, c'est-à-dire pouvoir analyser, pouvoir raisonner, pouvoir réfléchir par soi-même. Mais avant de pouvoir réfléchir, c'est-à-dire il faut se poser les questions et il faut aller chercher des réponses à ces questions-là. Et c'est ce travail de recherche-là qui permet de développer sa culture générale et qui permet d'exercer son esprit à la réflexion. Et cette réflexion-là, quand on la fait soi-même, ça nous permet d'avoir une connaissance, ça nous permet d'avoir des connaissances et ça nous permet de pouvoir, in fine, se faire notre opinion personnelle. Voilà. C'est toute la démarche de la culture générale. Et à la fin des fins, la culture générale permet quoi? La culture générale permet d'éviter d'être influencé, d'éviter d'être manipulé, d'éviter d'être endoctriné. Voilà. Parce que quand on ne réfléchit pas par soi-même, ben on se laisse facilement influencer par tout ce qui vient d'ailleurs. Voilà, tout ce qui vient des autres, tout ce qu'on te dit, tu le prends pour argent comptant parce que tu n'as pas la matière, tu n'as pas la ressource pour toi-même te faire ta propre opinion. Donc, tu es tenté de pouvoir tout accepter et sans analyse, sans rien. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire manipuler. C'est comme ça qu'on arrive à se faire endoctriner. C'est comme ça qu'on arrive à se faire influencer. Donc, le but de la culture générale, c'est ça, pouvoir se faire sa réflexion personnelle et avoir son opinion personnelle afin de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Et ça, il faut avoir de la connaissance. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à un peu tout pour apprendre. Il faut avoir cette curiosité-là. Il faut que ce soit la curiosité, mais pas une curiosité malsaine, mais une curiosité utile, une curiosité saine qui t'emmène à aller chercher, à aller t'informer, à aller apprendre.
Et ça, c'est une compétence d'avoir cette capacité, cette aptitude-là à apprendre, à chercher, à s'intéresser aux choses afin de pouvoir avoir de la connaissance et développer son esprit critique. Et moi, le but de ma chaîne, c'est de pouvoir aider, encourager, motiver la jeunesse à avoir cette démarche-là. Voilà. Donc, si ça vous parle, si cette ligne éditoriale vous parle, ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre et ensemble, on va essayer d'apporter notre petite contribution à la jeune génération, si je peux m'exprimer ici. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 mai 2025 et aujourd'hui, c'est un jour important pour la communauté africaine parce qu'aujourd'hui a été organisé à Bamako l'inauguration d'un mausolée. Et pas n'importe quel mausolée, il s'agit du mausolée à la mémoire de Thomas Sankara. Tout Africain, franchement, tout Africain digne de ce nom et qui se respecte doit savoir qui est Thomas Sankara. Voilà. Et le but de ce live ici, c'est de pouvoir découvrir ou redécouvrir ce grand homme, ce héros du continent, ce panafricaniste, ce visionnaire, ce révolutionnaire, ce défenseur de la cause du peuple africain, ce anti-impérialiste qu'il était. C'est l'occasion aujourd'hui de saisir l'opportunité de pouvoir replonger dans la vie, dans le parcours de cet illustre africain qui est Thomas Sankara. Et c'est important parce que c'est une sorte de devoir de mémoire. En Afrique, nous avons nos héros. Nous avons des personnes qui se sont illustrées de la plus belle des manières pour défendre la cause du peuple africain. Et ces personnes-là, nous savons bien que les contextes étaient tels que, malheureusement, dans leur élan, elles ont été freinées. Malheureusement, dans leur dynamique, elles ont été stoppées net, tout simplement parce qu'elles ont été assassinées. Et du coup, c'est comme un peu une symphonie inachevée parce qu'elles n'ont pas pu aller au bout de leurs idéologies, au bout de leur combat, malheureusement, hélas, mais c'était fait à dessein. Mais n'empêche que, comme disait Thomas Sankara lui-même, paix à son âme, on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Malgré qu'elles ont été stoppées, malgré que la mort est arrivée pour les empêcher de vraiment apporter tout ce qu'elles avaient voulu pour le continent, pour le peuple d'abord dans un premier temps. Mais certes, le corps est parti, l'âme est partie, mais les idées subsistent et les idées demeurent. Alors, Thomas Sankara a été assassiné en 1987 et au jour d'aujourd'hui, sa mémoire, ses combats résonnent aussi fort qu'à la période où il était en vie. Parce que le combat de Thomas Sankara, c'était la libération des peuples africains, de la domination de l'impérialiste. C'était de pouvoir permettre au peuple africain de disposer lui-même, de ses ressources. C'était de pouvoir donner au peuple africain sa dignité. C'était de pouvoir être réellement et effectivement indépendant et non plus sous tutelle. C'était ça le combat du capitaine Thomas Sankara. Et malheureusement, voilà, comme je disais tantôt, il a été stoppé net. Mais néanmoins, ses idées lui suivent. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons comme un vent encore quel mot je peux utiliser, pas de révolution, mais comme un vent de liberté. Oui, je peux le dire, on peut utiliser ce thème-là. Il y a comme un vent de liberté qui souffle sur le continent africain. Nous avons la sensation que les générations actuelles veulent changer les choses. Les générations actuelles veulent changer les paradigmes. Les générations actuelles
ne sont plus prêtes à accepter l'inacceptable qui avait été imposé par l'impérialiste, par les colons, disons-le, et qui perdure depuis des décennies et qui empêche l'Afrique de vraiment émerger, qui empêche l'Afrique de pouvoir trouver le développement, qui empêche l'Afrique de pouvoir se détacher de cette dépendance dans laquelle elle se trouve et qui ne lui sert à rien. Voilà. Parce que depuis 1960, si on veut partir de là où certains pays africains ont eu l'indépendance jusqu'à nos jours, ils sont toujours aussi misérables, comme si rien n'avait été fait. Et ça, il y a une raison à cela. C'est juste un problème de gouvernance, c'est juste un problème politique, parce qu'effectivement, à la tête de nos États, nous avons des personnes qui sont sous tutelle. Voilà. Et quand tu es sous tutelle, ben, tu décides de rien. Quand tu es sous tutelle, on décide à ta place. Et quand on décide à ta place, en général, tu n'as pas ton mot à dire et du coup, tu subis. Voilà. Donc, c'est dans cet état de subir que l'Afrique se retrouve. Et les nouvelles générations aujourd'hui ont vraiment cette volonté-là de pouvoir se libérer de cette tutelle. Et c'était le combat du capitaine Thomas Sankara, qui malheureusement n'a pas trouvé écho auprès de certains de ses compatriotes et qui ont prêté le flanc et qui l'ont assassiné. Mais aujourd'hui, le combat, il est toujours d'actualité. Et de Thomas Sankara, l'Afrique en a besoin. L'Afrique a besoin d'avoir des leaders éclairés, des leaders qui soient pour la communauté. Comme disait Thomas Sankara lui-même dans une de ses citations, il a dit « Il faut choisir tout simplement entre du vin, non pas du vin autant pour moi, entre du champagne pour quelques-uns et de l'eau potable pour tous. » Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se contenter de satisfaire une minorité au détriment de toute la majorité, de la grande majorité? Et c'est ce qu'on constate malheureusement dans nos États africains. Il y a toujours un petit noyau, une petite minorité qui s'empiffre, qui s'engraisse, et la grande majorité est dans la précarité et dans la misère. Mais c'est ça que Thomas Sankara dénonçait. C'est ça que Thomas Sankara combattait. Et aujourd'hui, nous voulons des Thomas Sankara. Nous voulons avoir des nouveaux leaders qui soient prêts à préférer de l'eau potable pour tous que du champagne pour quelques-uns. À préférer de l'eau potable pour tous que du champagne pour une minorité. Voilà. Il faut que ces instincts égoïstes qui nous gouvernent puissent se stopper afin que la priorité soit donnée à l'ensemble, afin que la priorité soit donnée à tout le monde, afin que chacun puisse jouir des ressources que nous avons sur le même pied d'égalité, parce que nous sommes tous égaux. Voilà. Donc, j'ai avec moi un livre d'un sociologue, Saïd Bouamama, qui a fait un peu un catalogue des différentes figures de la révolution africaine. Et parmi ces figures-là, nous avons le capitaine Thomas Sankara. C'est un très beau livre que je vous invite vraiment à avoir si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents leaders, les différentes figures de la révolution, de ceux-là même qui se sont battus pour la dignité africaine, de ceux-là même qui se sont battus pour dire non à l'impérialisme, de ceux-là qui se sont battus pour donner à l'Africain sa dignité. Voilà, nous en avons énormément. Je peux vous en citer quelques-uns. Vous avez par exemple Kwame Nkrumah. Vous avez aussi dans ce livre, on parle aussi de Amilcar Cabral. Vous avez dans ce livre, on vous parle également d'une figure comme celle de Oumyobé. Voilà, ce sont des leaders charismatiques qui ont vraiment bataillé, mais malheureusement incompris. Et à leur époque, les conditions étaient tellement difficiles, c'était vraiment pas évident pour eux de pouvoir vraiment faire prospérer leurs idéaux. Malheureusement, hélas, parce que tout a été mis en œuvre pour les en empêcher. Et nous connaissons bien la suite de la fin de tous ces illustres héros africains. Voilà. Vous avez Patrice Lumumba, vous avez
vous avez Jomo Kenyatta, vous avez aussi Oumniopé, je l'ai déjà dit, vous avez Aimé Césaire, vous avez Frantz Fanon, voilà, vous avez Malcolm X, vous avez Mehdi Ben Barka. Voilà, c'est toutes ces grandes figures de la révolution africaine que M. Saïd Bouamama a décidé de mettre à l'honneur, surtout de raconter, afin de pouvoir perpétuer leur mémoire. Et surtout, afin de pouvoir rappeler aux jeunes générations que rien n'est encore acquis, rien n'est encore acquis, malgré toutes ces décennies. Quand on regarde les combats qui furent ceux de ces personnes-là, on remarque que les mêmes causes sévissent encore sur le continent. C'est pour dire que c'est pas encore fini. Donc, faut pas dormir sur ses lauriers, faut pas passer son temps seulement à danser, à danser, à danser. Il y a la dignité humaine, la dignité africaine que nous devons sauver. Nous devons arracher notre souveraineté, mais la véritable, pas la souveraineté des façades. Voilà. Nous devons arracher notre souveraineté. Nous devons quitter sous la tutelle dans laquelle nous sommes et qui, depuis des décennies, nous a empêchés de vraiment nous épanouir, de vraiment profiter des ressources dont nous bénéficions, des ressources dont nous sommes, dont nous regorge le continent africain, et de pouvoir quitter dans cet état de sous-développement dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, il faut en être conscient et il faut savoir que c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Et bien au contraire, parce que chaque fois qu'on revendique, chaque fois qu'il y a des leaders éclairés qui essaient de tirer la sonnette d'alarme, qui essaient d'agir en ce sens, mais en face, mais ils ne dorment pas. En face, ils agissent aussi afin de pouvoir déstabiliser ces leaders-là, pour éviter que ces leaders-là ne puissent éclairer vraiment la population, pour éviter que ces leaders-là ne puissent apporter vraiment la connaissance au peuple africain et les encourager à pouvoir dire non, à pouvoir dire stop à la domination, stop à l'impérialisme. Donc, il faut en être conscient et il faut savoir que le combat continue. Le combat continue, donc il faut veiller, il faut être éveillé, il ne faut pas se laisser manipuler, d'où l'intérêt de pouvoir ouvrir son esprit à la culture générale, d'où l'intérêt de pouvoir ouvrir son esprit à la connaissance, parce que c'est en cela qu'on arrive à faire barrage à toute influence, on arrive à faire barrage à toute manipulation. Voilà. Parce que si hier, c'est les héros qu'aujourd'hui nous célébrons ont eu ces problèmes-là, c'est parce que quelque part, il y a des frères qui ont été manipulés, qui ont été endoctrinés, qui ont été trompés et qui ont joué le jeu de l'impérialisme, joué le jeu des colons en assassinant leurs frères. Voilà. Donc, il faut avoir cet esprit éveillé là pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas se laisser tromper. Et donc, je nous encourage à pouvoir avoir cet esprit éveillé là de dire que le combat continue. Tant que l'Afrique n'est pas libérée de sa tutelle, on sera toujours en train d'être asservi, on sera toujours en train de tendre la main, on sera toujours en train d'être malmené, on sera toujours en train de nous entretuer entre nous, parce que c'est ça le jeu du colon, c'est ça le jeu de l'impérialisme, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Donc, tant qu'on n'aura pas compris ça, mais ça va être difficile. Voilà. Donc, les générations passées ont fait des erreurs, les générations passées ont failli, mais il ne faut pas que les générations actuelles, il ne faut pas que ces générations-là, surtout les Z et les alpha, qui n'ont même pas connu ce que c'est que... qui n'ont pas connu, qui sont même pas informés de tout ce que c'est que cette période d'indépendance ou d'esclavage, de quoi que ce soit, parce que de plus en plus, la jeunesse aujourd'hui est tellement déconnectée, ils ont l'esprit vraiment tourné vers un ailleurs, ils ne regardent pas en arrière. Alors que c'est important de pouvoir, de temps en temps, faire ce devoir de mémoire, regarder en arrière, afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, il faut à chaque fois cette piqûre de rappel-là à la jeunesse pour leur faire comprendre que, attention, nous avons des combats, des luttes que nous devons mener, qui ne sont pas encore gagnés. Donc, il ne faut pas se laisser distraire, il ne
faut pas se laisser aller à des futilités, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est arriver à pouvoir nous départir de l'impérialisme, arriver à pouvoir avoir la souveraineté que nous méritons afin de pouvoir jouir totalement et entièrement de nos ressources qui nous appartiennent, qui sont sur le continent, et c'est à nous de pouvoir en profiter et non pas à d'autres personnes de pouvoir en profiter. Donc, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'esprit éveillé afin de pouvoir toujours faire barrage à la manipulation, à l'endoctrinement et pouvoir donner un nouveau visage à ce continent qui est l'Afrique. Parce que l'Afrique ne mérite pas la position, la situation dans laquelle elle se trouve. Quand on voit toutes les richesses que nous avons, c'est pas normal que nous soyons le continent le plus pauvre, alors que nous sommes le continent qui regorge d'énormément de ressources naturelles et aujourd'hui le continent qui regorge de la ressource humaine en termes de démographie. Et c'est une chance, c'est une opportunité qu'il faut capitaliser. Donc, il faut que cette ressource humaine-là soit qualitative. Si on veut pouvoir l'optimiser, il faut qu'elle soit qualitative. Et si nous avons une jeunesse qui est alcoolique, qui est droguée, qui est inconsciente, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. D'où l'intérêt de pouvoir prendre ce genre d'initiative, de pouvoir faire une chaîne YouTube qui prône la culture générale pour éveiller l'esprit et développer l'esprit critique. Voilà. Bon, trêve de bavardage. Donc, on va s'intéresser à Thomas Sankara, qui est le but de notre live en fait. On va voir ce que l'auteur Saïd Bouamama nous dit de Thomas Sankara. Il donne un peu le parcours de Thomas Sankara. Donc, je vais vous lire un peu ce qu'il écrit. Ça va nous permettre de découvrir, pour ceux-là qui ne connaissent pas Thomas Sankara, de découvrir. Et pour ceux-là qui connaissent déjà Thomas Sankara, ben, de le redécouvrir encore. Et c'est pas mauvais. Alors, une citation de Thomas Sankara. Il disait ceci, et je cite, « Notre révolution au Burkina Faso est ouverte au malheur de tous les peuples. Elle s'inspire aussi de toutes les expériences des hommes depuis le premier souffle de l'humanité. Nous voulons être héritiers de toutes les révolutions du monde, de toutes les luttes de libération des peuples du tiers-monde. » Telle était son idéologie. Et il dit, la liberté se conquiert par la lutte. Voilà. Aucune liberté n'est facile à avoir, aucune liberté n'est donnée. La liberté s'arrache, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions, c'est comme ça. Alors, donc, on commence l'histoire de Thomas Sankara. Alors, 10 ans après l'assassinat de Cabral, Thomas Sankara devient à 33 ans le plus jeune président d'Afrique et même de la planète. La Haute-Volta est alors, avec le Malawi, le pays le plus pauvre du monde, avec une espérance de vie atteignant à peine 40 ans. Surnommé par son peuple, puis sur l'ensemble du continent le président des enfants ou le président des pauvres, Thomas Sankara doit faire face à un basculement du monde, marqué dans les années 70 et 1980 par des bouleversements majeurs de l'économie mondiale et par l'émergence de nouvelles thématiques qui étaient loin jusqu'à présent d'être la priorité des révolutionnaires africains. C'est avec les armes héritées de ses prédécesseurs que le jeune président, sans moyens financiers et isolé sur une scène continentale dominée par des régimes corrompus et compromis, tente de faire face à ces défis nouveaux. Il est difficile de dire aujourd'hui si l'expérience sankariste a été ou non une réussite, en raison de son assassinat en 1987. Cette expérience originale fut certainement trop brève pour qu'on puisse aisément conclure sur ce point. Reste que son enthousiasme révolutionnaire, son charisme hors du commun et sa fin tragique ont fait de Thomas Sankara un symbole et une référence politique majeure pour toute l'Afrique. Ça, c'est pas à discuter, c'est la réalité. Alors, un militaire insoumis. Interrogé en 1985 par le journaliste Jean-Philippe Rapp sur les dirigeants africains, Sankara distingue ceux qui ont une disponibilité mentale de condescendance
et ceux qui ont été amenés à baigner au milieu du peuple. Il résume cette approche en février 1986. Karl Marx le disait, on ne pense ni aux mêmes choses, ni de la même façon, selon que l'on vit dans une chaumière ou dans un palais. Vérité. Né en décembre 1949 d'un père tirailleur, le jeune Thomas échappe à la pauvreté des indigènes de l'époque coloniale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier et gendarme auxiliaire dans plusieurs régions du pays, font cependant de lui un témoin de cette misère et des humiliations qui l'accompagnent. Il racontera plus tard, par exemple, avoir vu des pères envoyés en prison parce que leur fils avait osé emprunter une bicyclette, véhicule réservé aux enfants des colons, ou parce que leur fille avait eu l'audace de cueillir des fruits, ce qui était interdit aux enfants africains. Il y a des événements, des occasions qui constituent une rencontre, un rendez-vous avec le peuple, commentera-t-il en guise d'auto-analyse. Il faut les rechercher loin dans le passé, dans le background de chacun. On ne décide pas de devenir un chef d'État, on décide d'en finir avec telle ou telle forme de brimade, de vexation, tel type d'exploitation, de domination, c'est tout. L'enfance de Thomas Sankara est également très pieuse. Il reçoit une éducation catholique par son père qui, converti au christianisme, enseigne la catéchèse. Enfant de cœur assidu et le jeune homme est bientôt repéré par les missionnaires. Il fait partie des Cœurs Vaillants, un mouvement chrétien d'éducation populaire français s'adressant aux enfants de 6 à 15 ans. Il en hérite un respect pour la foi et pour les croyants qui ne le quittera jamais. Interrogeant en 1986 sur les livres qu'il emporterait sur une île déserte, il répondra « L'État et la Révolution de Lénine, la Bible et le Coran ». Je considère que ces 3 ouvrages constituent les 3 courants de pensée les plus forts dans le monde où nous sommes, sauf en Asie peut-être. Justifiera-t-il? L'enfance et l'adolescence de Thomas Sankara se déroulent donc sous le double signe de la caserne et de la mission. Ses projets professionnels en sont logiquement imprégnés. Après une scolarité primaire studieuse, il hésite entre le séminaire et le lycée. Il décide finalement d'intégrer le Prytanée militaire de Kadiogo, PMK, dans la banlieue de Ouagadougou, où il entre en 1966, quelques mois après le renversement du premier président voltaïque, Maurice Yaméogo, au pouvoir depuis l'indépendance de 1960, et l'installation d'un régime militaire autoritaire à la tête du pays. C'est à partir de cette époque que Thomas Sankara s'initie au marxisme et découvre l'anti-impérialisme. Le jeune homme, qui n'a alors que 17 ans, rencontre en effet un personnage étonnant, Adama Abdoulaye Touré, directeur des études au PMK, c'est-à-dire au Prytanée militaire de Kadiogo. Ce dernier milite en parallèle au sein de la section voltaïque du Parti africain de l'indépendance, formation qui se revendique du socialisme et se définit comme marxiste-léniniste. Comme le raconte le biographe de Sankara, Bruno Jaffré, Adama Touré anime un cercle anti-impérialiste clandestin que fréquente assidûment le futur président du Burkina Faso et ses camarades. L'attachement de Sankara à la formation politique date de cette période. Il ne cessera plus d'appeler les soldats et les officiers à lire et à se former. Sans formation politique patriotique, prend-il coutume de dire, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Ayant obtenu son bac en 1969, Sankara entame une formation de 4 ans d'officier à l'Académie militaire Antsirabe à Madagascar, sur la Grande Île. Il est le témoin de la révolution de mai 1972 qui renverse le régime néocolonial de Philippe Tsiranana. L'action conjuguée de jeunes militaires et de militants syndicaux et politiques conduit à la chute du régime malgache, pourtant soutenu à bout de bras par Paris. Thomas Sankara restera fortement marqué par ce mouvement que les Malgaches appellent de manière significative la deuxième indépendance. De retour au pays avec le grade de sous-lieutenant fin 1973, Sankara est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen.
Invité par ses supérieurs le 22 août 1974 à donner une conférence sur le rôle des forces armées dans le développement, il fustige aux grandes dames de sa hiérarchie l'armée budgétivore et l'oisiveté des soldats, ou comment être à la fois militaire et insoumis. Quelques mois plus tard, en décembre 1974, Sankara participe à la guerre qui oppose le Mali et la Haute-Volta à propos de la zone frontalière dite bande d'Agagère. La percée militaire qu'il réalise avec ses soldats lui donne une renommée immédiate auprès des soldats, mais aussi plus largement auprès du peuple. Sankara entre dans la légende nationale comme héros, souligne un de ses préfaciers, David Gakunzi. Les faits d'armes lors de cette guerre ouvrent à Sankara les portes de la promotion militaire en 1976. Il est nommé à la direction du nouveau Centre national d'entraînement commando à Pau, à 150 km au sud de Ouagadougou, et se voit proposer en 1978 des stages de spécialisation dans des écoles de parachutisme de Rabat au Maroc et de Pau en France. Près de 20 ans après l'indépendance, la Haute-Volta reste marquée par le marasme économique, les disettes et famines régulières, une dépendance totale vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. La révolte gronde et Sankara partage ce sentiment de colère. Il profite de son séjour en France pour prendre contact avec les différentes tendances de la gauche africaine. En 1980, la Haute-Volta est l'objet d'un nouveau coup d'État, le troisième depuis l'indépendance. Lorsque le colonel Saïd Zerbo prend le pouvoir le 25 novembre à la suite d'une grève générale et installe à la tête du pays un comité militaire de redressement pour le progrès national, un facteur nouveau est néanmoins présent. De jeunes officiers issus des milieux populaires se sont clandestinement organisés autour de Thomas Sankara. Ils dénoncent par des tracts clandestins la hiérarchie militaire et appellent à un rapprochement entre l'armée et le peuple. Structuré depuis 1978 dans une organisation appelée ARET, qui se donne pour objectif de contribuer à un changement révolutionnaire en Haute-Volta, ils considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour un tel changement. Ils ne s'opposent pas au putsch, mais n'y participent pas non plus. Ils se mettent en retrait. Conscient de la popularité déjà forte de Sankara, le nouveau gouvernement tente de le neutraliser en le nommant capitaine. En février 1981, puis secrétaire d'État à l'information en septembre 1981. Sous la pression menaçante du nouveau pouvoir, Sankara cède pour une durée limitée. L'éphémère secrétaire d'État démissionnera 8 mois plus tard, en avril 1982, estimant dans sa lettre de démission qu'il avait été engagé à son corps défendant dans le régime. Au cours de ces quelques mois, le jeune secrétaire d'État détonne dans le gouvernement. Refusant de participer aux réceptions, il est surnommé le ministre fantôme. Il incite les journalistes à dénoncer les malversations, y compris celles qui touchent le plus haut sommet de l'État. Il se rend au Conseil des ministres à vélo pour se démarquer du luxe affiché par certains de ses collègues. Ce sont finalement l'interdiction du droit de grève en novembre 1981 et l'appel syndical à une grève générale pour protester contre cette mesure en avril 1982 qui conduisent le secrétaire d'État à démissionner. Il veut en outre que sa position soit connue par la population. Profitant de la tenue à Ouagadougou le 12 avril d'une conférence des ministres africains portant sur le cinéma, il s'exclame en présence du chef de l'État et en direct sur les ondes de la radio nationale. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Il n'y a pas de cinéma sans liberté d'expression. Et il n'y a pas de liberté d'expression sans liberté tout court. Ces quelques phrases assurent durablement la popularité de Sankara et inaugurent un style qui ne le quittera jamais. Une telle audace lui vaut d'être arrêté, dégradé et déporté loin de la capitale. S'appuyant sur le mécontentement produit par l'arrestation du commandant Gabriel Somé-Yoran, s'appuyant sur le mécontentement produit par l'arrestation, le commandant Gabriel Somé-Yoran prend le pouvoir le 7 novembre 1982. Oh là là, le Burkinabé, le coup d'État. Les jeunes officiers regroupés autour de Sankara n'ont pas été à l'initiative du putsch.
mais l'absence d'alternative à court terme les incite à le soutenir pour orienter les décisions dans le sens des intérêts populaires. Le poste de Premier ministre dans un nouveau conseil de salut du peuple est proposé à Sankara, qu'il accepte. Le nouveau pouvoir est cependant loin d'être unique. Il a un caractère hybride, analyse Pierre Engelbert, qui distingue une faction progressiste décidée à user du pouvoir auquel elle est contrainte de participer et les autres tendances qui cherchent simplement à utiliser la popularité de Sankara. Le bicéphalisme qui caractérise le CSP apparaît rapidement au grand jour. Le 26 mars 1983, à l'occasion d'un meeting public, la foule découvre un leader parlant un langage simple et mobilisateur. Il dénonce tour à tour les ennemis du peuple qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. La fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement, oui, par la fraude, et les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Les propos de Sankara ne manquent pas de susciter enthousiasme du public. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'il a peur. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, même nous allons l'enterrer. Tel est le style Sankara. Sa pédagogie de l'exemple et ses formules directes s'adressent réellement aux petites gens. Contrastant avec ce style pédagogique et galvanisant, le discours du président du CSP, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui lui succède à la tribune, ne peut qu'apparaître fade et ennuyeux. Le même scénario se produit avec les mêmes effets quelques semaines plus tard, le 14 mai 1983 à Bobo-Dioulasso, au sud-ouest du pays. Cette fois, c'est l'avenir du processus révolutionnaire dont il est question. Premier orateur, le chef du gouvernement déclarait qu'il n'y aurait pas de ralentissement du processus de changement. Observe alors l'envoyé spécial du magazine Africasie. Vif applaudissement, des dizaines de milliers de participants qui scandent son nom. Deuxième orateur, le chef de l'État, prônait la pause. Silence de la foule, qui n'attendit pas la fin du discours pour déserter la place en hurlant « Sankara, Sankara ». Ce succès populaire du Premier ministre achève de convaincre l'aile conservatrice du régime de la nécessité de se débarrasser de l'encombrant capitaine. Le 17 mai, Sankara est arrêté. Les manifestations populaires soutenues par les organisations de gauche et les syndicats contraignent le pouvoir à le libérer. La crainte d'une élimination physique de Sankara et de ses alliés précipite les événements. Elle pousse un groupe composé de sous-officiers, de dirigeants d'organisations de gauche et de leaders syndicaux à tenter une prise de pouvoir. Lorsque la garnison insurgée de Pau, commandée par Blaise Compaoré, arrive à Ouagadougou le 4 août 1983, elle est accompagnée par une foule en liesse. Thomas Sankara annonce le soir même à la radio la destitution du pouvoir, la création d'un Conseil national de la Révolution et l'entrée en vigueur d'un couvre-feu. Mais la population civile, heureuse de l'événement, ne peut se résoudre à regagner ses habitations, relate un journaliste d'Africasie. Elle préfère danser et chanter « Vive la Révolution, vive Sankara ». Dans la foulée, Sankara est nommé chef de l'État par le CNR. CNR, c'est le Conseil national de la Révolution. Oser inventer l'avenir. Rarement un coup d'État aurait été aussi populaire et la légitimité de ses auteurs aussi forte. Le président tient cependant, dès sa première conférence de presse le 21 août, à se démarquer de ce mode de prise de pouvoir. Il dit ceci. Pour certains, il suffit d'avoir des armes, d'avoir avec soi quelques unités pour prendre le pouvoir. Chez d'autres, c'est une autre conviction qui prévaut. Le pouvoir doit être d'abord l'affaire d'un peuple conscient. Par conséquent, les armes ne constituaient qu'une solution ponctuelle, occasionnelle, complémentaire. Malgré cette démarcation et en dépit de l'indéniable popularité de Sankara, aucune élection n'est organisée, admirant manifestement le modèle cubain et bien conscient qu'en Afrique, les élections sont trop souvent truquées avec l'aide de l'assistance technique étrangère.
Sankara cherche avant toute chose à rassembler les organisations qui défendent les intérêts populaires. La composition du gouvernement rendue publique le 24 août 1983 met en exergue cette volonté de regrouper toutes les forces politiques de la gauche radicale. On y retrouve des ministres membres du PAI et d'autres de l'Union de lutte communiste reconstruite. Seul le Parti communiste révolutionnaire voltaïque refuse de participer au gouvernement. Il considère en effet que la révolution du 4 août ne diffère guère des putschs militaires précédents. À côté de ce front des organisations de gauche, le président veut s'appuyer sur une auto-organisation à la base du peuple. Dès la déclaration radiodiffusée du 4 août, Sankara appelle à la constitution de comités de défense de la révolution, précisant bientôt que l'objectif de ces comités est la destruction de la machine d'État néocoloniale et l'organisation d'une nouvelle machine capable de garantir la souveraineté du peuple. Conçu comme un outil de démocratie directe, les CDR sont dotés de pouvoirs importants tels que l'établissement des cartes d'identité, le recensement de la population ou encore la collecte des impôts. Dans le domaine judiciaire, les tribunaux populaires de la Révolution sont instaurés dès octobre 1983, avec pour mission de juger tous les crimes et délits commis par les fonctionnaires et agents préposés de l'État. Leurs juges sont majoritairement élus au sein des CDR. L'instruction comme les audiences sont publiques et retransmises en direct à la radio. Dans tous les domaines de la vie sociale, l'appel à l'auto-organisation des premiers concernés est une constante pendant les 4 années de l'expérience sankariste. Pour symboliser cette nouvelle étape ouverte par la révolution d'août, le pays est rebaptisé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dans le domaine économique, l'objectif est l'autosuffisance alimentaire, de façon à ne plus dépendre des aides extérieures qui, selon son expression, installent dans nos esprits des réflexes de mendiants. Et oui. Outre une importante réforme agraire, des campagnes multiples allant de la diffusion des techniques de défrichage épargnant les arbres à l'enseignement des techniques de conservation des sols et de maîtrise des cultures pluviales sont lancées. Alors qu'il importe encore 220 000 tonnes de céréales en 1984, le pays atteint 2 ans plus tard son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Quelques années plus tard, Jean Ziegler, ex-rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies, décrira les réformes des Sankara comme un grand succès. Il a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Mais il ne suffit pas de produire localement. Encore faut-il que les produits nationaux soient consommés. La même situation prévaut en ce qui concerne les productions non alimentaires. Consommer burkinabé et se vêtir burkinabé deviennent des mots d'ordre. Devoir d'exemplarité oblige. Les fonctionnaires sont contraints de porter le faso d'Anfani, un habit en cotonnade locale. Toutes ces initiatives sont prises en privilégiant le travail collectif. La population du quartier ou du village se retrouve pour effectuer gratuitement des travaux aussi divers que la construction d'écoles ou de dispensaires, l'arrachage de mauvaises herbes ou le nettoyage des rues. Le travail s'y réalise au son de chansons reprises collectivement dans un style qui n'est pas sans rappeler l'expérience chinoise. La même dynamique est mise en œuvre dans les campagnes plus ambitieuses comme l'aménagement de la vallée de Sourou, destinée à irriguer 41 000 hectares. La vaccination commando, ayant pour objectif de vacciner 3 millions d'enfants en 2 semaines, ou encore l'alphabétisation commando, visant à alphabétiser 35 000 paysans en 5 jours. Avec des matériaux fournis par l'État et la participation de l'armée. Des volontaires des CDR de tout le pays sont regroupés pour mener à bien ces chantiers collectifs. Ces mobilisations permanentes ne sont possibles qu'en réunissant 2 conditions. La première est l'amélioration immédiate des conditions d'existence de la grande masse des paysans pauvres et des chômeurs des villes. Elle se traduit par des mesures telles que la suppression de l'impôt de capitation et de l'impôt sur le bétail, ou encore la baisse des loyers de 50% à 70% en juin 1984, suivie d'une gratuité totale pour l'année 1985. La seconde condition à remplir est l'exemplarité des salariés de l'État.
Elle s'est traduite dans des décisions telles que le remplacement du parc automobile doté désormais de simples Renault 5, la suppression des voyages en classe affaires ou encore la baisse des salaires des ministres et des hauts fonctionnaires. Dans le même souci de combattre la corruption et de rester en lien avec le peuple, la dissolution annuelle du gouvernement est décidée pour que soit rappelé à chacun qu'il est à un poste pour servir et qu'il doit en permanence se remettre en cause. Pour Sankara, il n'y a pas de rupture entre lutte interne et lutte externe, car les classes parasitaires sont sûrement attachées par un cordon ombilical à l'impérialisme international. Dans son célèbre discours devant l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 1984, au cours duquel il utilise la célèbre formule « Oser inventer l'avenir », le président du Burkina détaille sa conception de la lutte tricontinentale fondée sur la communauté de combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques et se fait le porte-parole de tous les opprimés du monde. Je parle au nom de ces milliers d'êtres qui sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Oui, je vais donc parler au nom de tous les laissés pour compte parce que je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Se définissant dans ce discours à l'ONU comme l'héritier de toutes les révolutions du monde, Sankara a tenté de tirer le bilan des contradictions, erreurs et limites des révolutions précédentes. En témoigne l'importance qu'il accorde à certaines questions jusque-là absentes et sous-estimées dans les pensées et expériences africaines de libération. Je ne suis ici que l'humble porte-parole d'un peuple qui refuse de se regarder mourir pour avoir regardé passivement mourir son environnement naturel, annonce-t-il à la conférence internationale sur l'arbre et la forêt de Paris en 1986. Ajoutant que 10 millions d'arbres ont été plantés dans le cadre d'un programme populaire de développement de 15 mois, il fait à cette occasion un premier bilan de l'entrée de l'écologie dans l'agenda politique burkinabé. L'impérialisme est le pyromane de nos forêts et de nos savanes. Comment-il pour expliquer cette nouvelle priorité en dépit de la pauvreté de son pays? Le bilan est en effet conséquent. Mobilisation pour la lutte contre la désertification, campagne pour la plantation d'arbres lors des fêtes familiales ou publiques et dans tous les programmes de construction de logements. Pour Sankara, l'écologie est également une question de développement. Le Burkina s'engage dans l'agroécologie. Pierre Rabhi, fondateur de cette approche qui se donne pour objectif l'autonomie alimentaire, témoignera plus tard du rôle avant-gardiste de Sankara dans ce domaine. En avance sur son temps, Sankara explique que la préservation des écosystèmes est un problème global, comme il le fait en 1986 sur un plateau de télévision française, alors qu'il est interrogé sur la désertification dans son pays. Nous estimons que la responsabilité de ce fléau n'incombe pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques et écologiques. Oui, la lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste. Oh là là, quelle audace! L'égalité entre les sexes est la deuxième question jusque-là occultée et sous-estimée dont Sankara s'empare de manière offensive. Il conçoit cette égalité comme une condition indispensable au développement du pays. Symboliquement, une journée du marché au masculin est ainsi instaurée pour sensibiliser le partage inégal des tâches ménagères. Sankara avance même l'idée d'un salaire vital, c'est-à-dire le prélèvement à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le reverser à son épouse. Mais en dépit de l'ambiance révolutionnaire, la société burkinabé reste dubitative. La propagande autour du salaire vital suscite bien des espoirs chez les femmes, souligne rétrospectivement l'homme politique belge et spécialiste de l'Afrique, Ludo Martaz. Mais finalement, ce mot d'ordre ne connaît pas même un début d'application. Le président du Faso est conscient des limites du volontarisme sur une telle question que seule la mobilisation des femmes elle-même peut faire avancer. L'émancipation, tout comme la liberté, ne s'octroie pas, elle se conquiert.
Et il incombe aux femmes elles-mêmes d'avancer leurs revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir. L'analyse de la dette et l'appel à en refuser le paiement constituent le troisième grand rapport spécifique de Sankara. La victoire du néolibéralisme aux États-Unis, au Royaume-Uni et bientôt dans tous les pays européens au début des années 1980 a eu des répercussions immédiates sur les pays africains. La hausse des taux d'intérêt pour les emprunts de ces pays et la baisse du coût des matières premières se cumulent pour les étrangler financièrement et les contraindre à s'endetter toujours plus pour payer leurs dettes et ses intérêts. Cette crise de la dette qui frappe de plein fouet les pays dominés au cours des années 1980 sert de prétexte à une institution financière internationale, FMI, Banque mondiale, pour imposer aux pays africains des plans de rigueur drastiques, obligeant le gouvernement à abandonner toute politique sociale et à favoriser des conditions hyper défavorables aux populations. Implantation des multinationales prédatrices. Au sommet de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en juillet 1987, le président du Faso lance devant ses homologues ébahis un mémorable discours qui restera dans l'histoire comme l'un des plus marquants manifestes contre les dettes injustes et illégitimes. Et on a un extrait de ce discours que je vous lis maintenant. Alors, la dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonialistes se sont transformés en assistants techniques et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement. On nous a présenté des dossiers et des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. La dette sous sa forme actuelle est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de les rembourser. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Quand nous disons que la dette ne saura être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. C'est parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Moins de 3 mois après, Thomas Sankara est assassiné. Il avait prévu cette possibilité en soulignant à Addis Abeba la nécessité d'un refus collectif du paiement de la dette, pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner et de prophétiser. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Visionnaire. Sankara sait de quoi il est question lorsqu'il parle de la dette. L'expérience révolutionnaire du Burkina est menacée par les remboursements de cette dette, dont le poids est devenu insupportable, alors que dans le même temps, l'aide internationale chute de 25%, l'aide bilatérale française passe de 88 millions à 19 millions de dollars entre 82 et 85. Ce cadre de contraintes conduit dès 1983 à une rigueur implacable que Sankara s'applique d'abord à lui-même et à ses proches. Le président du Faso ne dispose que de 2 outils pour améliorer les conditions matérielles d'existence des plus démunis et financer le développement autocentré. Le premier est la baisse des dépenses de fonctionnement des services publics. Le second est la mise à contribution des seuls contribuables qui ont un revenu stable, les salariés urbains, en particulier les fonctionnaires. La hausse des cotisations sociales et taxes diverses qui s'appliquent aux fonctionnaires est constante. Journaliste spécialiste du Burkina Faso, Pascal Labazé estime à 30% la baisse du pouvoir d'achat des salaires urbains entre 1982 et 1987. Petit à petit, les contradictions s'exacerbent entre les fonctionnaires et le pouvoir.
Elles sont en outre entretenues par l'opposition, le syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta, dont plusieurs dirigeants sont membres du Front patriotique voltaïque. Une organisation s'opposant au CNR se fait porte-parole du mécontentement. L'arrestation le 12 mars 1984 de 4 dirigeants de ce syndicat pour complot contre la sûreté de l'État entraîne un mot d'ordre de grève pour le 20 et le 21 mars. Dès le lendemain, le ministre de la Défense annonce sur les ondes le licenciement de 1380 grévistes, enseignants grévistes. La Confédération syndicale burkinabé, proche du PAI, reste pour sa part plus longtemps fidèle au régime révolutionnaire, mais se montrant plus revendicative à partir de 1984 à la répression. Son secrétaire général est arrêté. L'accusation d'anarchico-syndicalisme entre dans le discours officiel et le président du Faso perd ainsi un de ses alliés les plus anciens et les plus importants. Confronté à cette grave crise sociale, Sankara explique ainsi son dilemme. Il y a un choix à faire. Ou bien nous cherchons à contenter les fonctionnaires, ils sont à peu près 25 000, disons 0,3% de la population, ou bien nous cherchons à nous occuper de tous ces autres qui ne peuvent même pas avoir un comprimé de nivaquine ou d'aspirine et qui meurent simplement quand ils sont malades. Pragmatique. Si l'on peut comprendre la priorité de Sankara alliée à la seconde catégorie, la question du rythme des changements est plus discutable. Pour évaluer ce rythme, il manque au président du Faso un outil de liaison politique permanent avec les différents secteurs sociaux des classes populaires. La division des organisations politiques de gauche les empêche de jouer cette fonction publique. Les empêche de jouer, je vois si c'est pas collé la feuille, de jouer cette fonction publique. Sankara ne ménage pas ses efforts pour les faire converger, mais comme il l'explique en 1984, il ne veut pas reproduire les erreurs d'autres expériences révolutionnaires africaines. Il dit ceci: nous pourrions bien sûr créer un parti tout de suite, mais nous ne tenons pas à calquer et à reproduire ici naïvement et d'une manière plutôt burlesque ce qui a pu se faire ailleurs. Ce que nous aimerions, c'est d'abord tirer profit des expériences des autres peuples. Nous ne voulons pas qu'elles s'imposent de manière dictatoriale ou bureaucratique, comme cela a pu se passer ailleurs. Il faut qu'elles soient l'émanation d'un désir populaire profond, d'un vœu réel, d'une exigence populaire. Les CDR, de leur côté, ne peuvent pas non plus assurer cette fonction publique. Ce sont des militaires qui héritent dès le début du secrétariat général des CDR. Le capitaine d'aviation Pierre Ouédraogo, un des amis de Sankara, issu du cercle politique de la première heure, est nommé secrétaire général national des CDR. Il impulse une logique du changement par en haut, tendant ainsi à transformer ces structures censées être démocratiques directes en simples courroies de transmission. Plus grave, les CDR sont instrumentalisés au service de la lutte au sein du CNR. Ainsi, résume Bruno Jaffé, les CDR ont incontestablement joué un rôle répressif en procédant à des arrestations arbitraires, souvent sur ordre du secrétaire général des CDR. Ils ont aussi participé aux différentes offensives qui ont eu lieu contre les syndicats et servi de masse de manœuvre dans la sourde bataille que se livraient les différentes factions politiques pour le contrôle du pouvoir. Les interventions du président du Faso en avril 1987, lors de la première conférence nationale des CDR, soulignent son inquiétude sur les nombreuses dérives de ces organismes. Il dénonce certains CDR qui deviennent de véritables terreurs pour les directeurs, épingle ceux qui abordent tout un arsenal d'armes et utilisent la menace et condamne ceux qui ont fait des choses exécrables et qui ont profité de la patrouille pour piller. Dans de nombreux villages, les CDR ne jouent pas non plus le rôle prévu et leurs élus sont soit les notables traditionnels, soit des hommes à leur service. Analysant l'évolution du pouvoir local villageois dans l'ouest burkinabé, le sociologue Alfred Schwartz conclut à la continuité réelle sous l'apparence du changement, c'est-à-dire à une subordination de fait du pouvoir révolutionnaire au pouvoir coutumier. L'ampleur des changements effectués, le rythme intensif avec lequel les réformes sont menées, l'importance des efforts demandés, les rancœurs que suscitent ces bouleversements et l'absence d'élections toujours inquiétantes dans un pays qui se revendique du peuple, tentent à se coaguler pour nourrir une opposition diffuse qui gagne en audience
et a relégué au second plan les améliorations pourtant palpables pour la grande majorité. Quelques mois avant son assassinat, Sankara semble pourtant avoir acquis une vision plus réaliste de la situation. Dans son discours célébrant le 4e anniversaire de la Révolution, le 4 août 1987, il appelle à une pause des réformes afin de tirer les leçons et enseignements de notre action passée pour nous engager davantage dans la lutte de façon organisée, plus scientifique et plus résolue. Sankara semble lui-même quelque peu dépassé par les événements. Comme il le reconnaît avec humilité dans une interview télévisée, je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide et qui, à gauche et à droite, deux précipices. Pour rester moi-même, pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée. Ces contradictions internes sont attentivement scrutées par les multiples adversaires extérieurs du régime sankariste. Du pouvoir malien, secoué par des agitations lycéennes et étudiantes en décembre 1985, qui déclenche une nouvelle guerre contre le Burkina dans cette période, à celui de la Côte d'Ivoire qui accueille les opposants burkinabés. Nombreux sont les dirigeants des pays... Toujours la Côte d'Ivoire. Nombreux sont les dirigeants des pays limitrophes qui gênent le bouillant président du Faso. La France, ancienne puissance coloniale, craint pour sa part ce dirigeant qui condamne ouvertement le franc CFA comme une arme de domination française et la francophonie comme une stratégie néocolonialiste. Je vais y arriver. Et qui, en plus de boycotter le sommet franco-africain de Lomé, n'hésite pas à critiquer publiquement François Mitterrand. C'est le cas notamment lors de la visite officielle de ce dernier au Burkina Faso, en novembre 1986. Lorsque Sankara critique dans un style offensif qui rappelle le nom de Sékou Touré à De Gaulle en 1958, la récente visite du président sud-africain Peter Botha en France. Nous n'avons pas compris comment les bandits comme le guerrier angolais Jonas Savimbi et des tueurs comme le président sud-africain Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Certes, personne ne peut encore dire de manière certaine qui sont les commanditaires de l'assassinat de Sankara le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui permet à Blaise Compaoré de prendre le pouvoir. En revanche, la question que Sankara lui-même posait à propos de l'assassinat du président mozambicain Samora Machel, décédé en octobre 1986 dans un accident d'avion, est pertinente dans son propre cas. Pour savoir qui a tué Samora Machel, demandons-nous qui se réjouit et qui a intérêt à ce que Machel ait été tué. On ne peut alors que constater que la mort de Sankara et la politique de rectification lancée par Compaoré ont permis au système france-africain, qui n'a cessé de se reproduire depuis les indépendances de 1960, de reprendre la main sur un pays qui risquait, sous l'impulsion de son révolutionnaire chef d'État, d'emmener ses voisins sur le chemin de l'insoumission. Les causes qui ont fait émerger la révolution sankariste, à savoir l'oppression, l'exploitation et l'injustice n'ayant pas disparu. Il est peu probable que les principes que Sankara a tenté de mettre en pratique se perdent dans l'oubli. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et met-il lui-même à le répéter. Et voilà la fin de notre parcours, le parcours de notre héros, le parcours de notre révolutionnaire, le parcours de notre illustre icône africaine qu'est Thomas Sankara. Voilà. J'espère que vous avez vraiment pris beaucoup d'intérêt à écouter un peu cette histoire et que cela va vous remémorer un peu ce qu'a été la vie et le parcours de notre cher Thomas Sankara. Et quand on y regarde très bien, on voit que les problèmes demeurent. Les problèmes d'injustice, les problèmes d'inégalité, les problèmes d'oppression, les problèmes de domination de l'impérialiste, du colon, mais rien n'a changé en fait. Rien n'a changé. Malgré toutes ces années, rien n'a changé. Et c'est toujours le même système. Mais aujourd'hui, par contre, ce qui a changé, c'est que les générations ne sont plus les mêmes, comme j'aime à le dire. Nous sommes une nouvelle génération. Nous encore,
Non, mais c'est génération Z et alpha. Pour qui c'est tout ce qui est raconté là est très, 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 très loin de leurs préoccupations. Mais il faut quand même les emmener à comprendre que les mêmes problèmes qui sont dénoncés ici, les mêmes problèmes pour lesquels Sankara a mené cette révolution, mais les mêmes problèmes persistent. Donc, il faut arriver à pouvoir s'en sortir, il faut arriver à pouvoir réussir à vaincre ces problèmes-là. Et donc, il faut revoir les mentalités, il faut revoir les façons de faire. Voilà. Donc, vraiment, merci à vous qui avez été là et j'espère que nous aurons l'occasion de voir aussi le parcours de d'autres héros africains parce que ce sont des parcours qui sont très inspirants. Ce qu'on peut tirer comme leçon dedans, c'est la détermination. Ce que moi, je vois aussi dans ce parcours de vie du capitaine Thomas Sankara, c'est la résilience, c'est la vision et aussi c'est le fait d'être trop en avance sur son temps. Voilà. Et ce que les Africains ont du mal à accepter, c'est qu'aucun changement ne peut se faire sans qu'il y ait des bouleversements profonds. Quand on fait des réformes, ben, bien souvent, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est clair, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Faut connaître les objectifs qu'on veut atteindre et se donner les moyens. Et quand il y a des initiatives qui sont prises comme ça, il n'y a que l'unité qui peut faire prospérer ces initiatives-là. Parce que tous ces héros qui ont été fauchés dans la fleur de l'âge, en pleine dynamique, dans tout ce qu'ils avaient voulu mettre en place, c'est parce qu'il y avait quelque part de la discorde, c'est parce qu'il y avait quelque part de la mésentente, c'est parce qu'il y avait la désunion. Et le salut de l'Afrique ne peut passer que par l'unité. On est condamné tant qu'on n'aura pas cette unité vraie, pas l'unité de façade, pas l'unité où certains passent par derrière pour aller se faire les beaux yeux des colombes. Tant qu'il n'y aura pas l'unité, mais la réelle, la vraie unité, on aura du mal. On aura du mal vraiment à s'en sortir. Donc, il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela, à faire changer les mentalités, il faut œuvrer à pouvoir trouver vraiment les points d'accord qui nous rassemblent afin de pouvoir nous accrocher à ces choses-là, à nous rassembler autour de certains points communs qu'on a ensemble dans tous les pays africains. C'est vrai que nous avons tellement de diversité, mais parce qu'on a été à la base divisés. Ils ont mis des barrières, ils ont mis des frontières, ils ont séparé des communautés. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a toute cette disparité-là. Mais il faut arriver à pouvoir trouver un point d'accord, un point d'unité sur lequel on va se baser afin de pouvoir rechercher et recoller les morceaux. Refaire cette unité-là. Tant qu'il n'y aura pas l'unité, la vraie, entre les peuples d'Afrique, ben, l'ennemi trouvera toujours la faille afin de pouvoir nous diviser et de pouvoir agir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a pris déjà assez de temps. Ben, voilà, bienvenue sur Afrique Renouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et comme ça, on va avoir des petits moments comme ça pour ensemble développer notre esprit critique et développer notre culture générale. L'outil par excellence pour développer sa culture générale, ben, il y en a pas, il y en a plusieurs, oui, c'est vrai, mais l'outil par excellence, mais c'est ça. Il faut lire, parce que c'est dans les livres, c'est dans la lecture qu'on arrive à acquérir des connaissances, c'est dans la lecture qu'on arrive à apprendre, c'est dans la lecture qu'on arrive à découvrir des choses. Voilà. Donc, il faut se reconnecter à la lecture. Et surtout, la jeunesse doit se reconnecter à la lecture. La jeunesse doit se reconnecter à la lecture. Parce que c'est comme ça que vous allez développer votre esprit critique, c'est comme ça que vous allez apprendre à travailler votre culture générale. Voilà. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.